Bonsoir, merci beaucoup de votre présence ce soir. Je m'appelle Sylvain Wenger. Je suis ravi d'introduire la conférence de ce soir. Et c'est par un regard historien que je vais commencer en attirant votre attention sur la fresque qui est au plafond, et notamment sur l'allégorie de l'agriculture qui se trouve dans la diagonale à gauche, derrière vous, qui témoigne de l'intérêt particulier de cette société pour l'agriculture. Alors c'est le focus de ce soir, mais si on fait le tour de la salle, on voit qu'on parle ici de trains, d'industrie. On a à l'autre angle les beaux-arts, et puis une allégorie qui représente la musique, la littérature, plus globalement le rayonnement intellectuel. On est ici dans les allégories qui représentent les intérêts et les domaines d'intérêt principaux de cette société depuis sa création à la fin du XVIIIe siècle, même si ce palais et ses représentations datent du milieu du XIXe siècle. Mais c'est vous dire combien il fait sens d'aborder ce type de questions dont nous allons parler ce soir dans ces murs. C'est une maison qui a participé, avant la structuration fédérale de la politique agricole, à la promotion, au soutien du développement de l'agriculture. Et c'est vraiment un centre régional qui a été au centre de ces enjeux pendant de longues années, jusqu'à en tout cas la fin du XIXe siècle. Cette conférence inaugure une série de soirées qui auront lieu jusqu'au mois de mai prochain, qui s'attachent à questionner le rapport entre les activités humaines et leur influence sur les cycles naturels dans une perspective de durabilité. Nous allons parler de viticulture, plus largement d'agriculture biologique et de biodiversité dans les prochaines conférences, mais aussi de la production de la pêche dans le Léman et des conditions de dépollution du lac Léman par des moyens organiques. Ces conférences ne vont pas manquer de présenter une diversité d'approches. On est là face à des enjeux très complexes qui n'ont pas de solution simple. On est là on le verra bien tout à l'heure, dans des schémas systémiques, interreliés, interconnectés, et dont il est important d'avoir une vision large et la plus globale possible. Je vous invite, pour découvrir ce programme, à emporter cette petite brochure qui est à la sortie de la salle, qui est aussi disponible dans les couloirs du palais. Dans le cas de ce soir, nous allons regarder du côté des défis de la recherche d'une viticulture sans herbicides, avec Matteo Motta, qui est biologiste, qui est enseignant et chercheur en sciences du sol et de l'environnement à la Haute École de Viticulture et Œnologie de Changin. Il est notamment actif dans le cadre de plusieurs projets de recherche, dont un actuellement financé par l'Office fédéral de l'agriculture, qui s'échelonne entre 2020 et 2024. Donc on est en plein milieu. Il nous en parlera de ces diagnostics des pratiques sans herbicides en Suisse, qui est en cours. Et il est ainsi très bien placé pour nous guider ce soir dans la compréhension de la complexité des enjeux impliqués par l'évolution des techniques viticoles. Matteo Motta a la parole pour 50 à 60 minutes environ, puis nous aurons l'occasion d'échanger un petit peu avant de traverser le palais. Vous êtes toutes et tous conviés à un apéritif à la suite de cette conférence. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne soirée, et puis je laisse la parole à Matteo Motta. Merci beaucoup, Sylvain. Je suis vraiment très très heureux d'être là ce soir. C'est vraiment un grand plaisir, un honneur d'être dans une salle aussi jolie en plus. Donc voilà, comme Sylvain Wenger l'a si bien dit, en fait, j'ai plus grand chose à rajouter. Quand même, on va avoir 2-3 petits trucs en plus à voir. Donc je travaille à l'école de Changin. Donc l'école de Changin forme les viticulteurs et les œnologues de demain dans une filière HES, mais aussi une filière ES. Et puis on est sur le même site que Agroscope, l'Institut de recherche fédéral en agronomie.
Et donc c'est nos voisins, peut-être que, enfin, il y a souvent une petite confusion, donc vous connaissez peut-être aussi Agroscope, avec qui on collabore énormément justement sur cette thématique également. Alors, un petit sommaire de ce qu'on va voir ce soir. Déjà, étant donné que le public est probablement relativement hétérogène, on va vraiment placer le contexte, on va voir ce que c'est que la vigne. Hein, parce que c'est assez important de comprendre un petit peu la biologie de la vigne pour pouvoir saisir ensuite les enjeux de la gestion de la flore qui pousse à côté de la vigne. On va faire une histoire super accélérée de la viticulture pour voir comment on en est arrivé aux pratiques actuelles. Et on va se poser la question, pourquoi utilise-t-on des herbicides? Hein, donc de manière très factuelle, voir qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça apporte encore, mais on va aussi voir les raisons pour lesquelles on voudrait arrêter de les utiliser, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont apparues petit à petit. On va voir, s'il est question d'arrêter l'usage des herbicides, on va voir qu'est-ce qu'on a comme alternative. Donc on va en passer en revue un certain nombre, et on va ensuite se focaliser sur les alternatives qui utilisent la flore viticole, c'est-à-dire qui mettent à profit la présence des petites fleurs. Voilà. Et c'est un petit peu ça qui va nous donner ce focus sur la recherche qu'on fait à Changin, sur une partie de la recherche qu'on fait à Changin, sur les alternatives aux herbicides, en utilisant justement la flore viticole. Voilà. Après une petite conclusion, on ira boire l'apéro. Voilà, donc ça c'est pour le programme de la soirée. Si on prend depuis le début, comme l'a dit Sylvain, je suis biologiste, donc j'aime bien toujours avoir cette approche voilà, de comprendre un petit peu au niveau des mécanismes de l'évolution, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que la plante cultivée se comporte de telle ou telle manière. La vigne, c'est à la base une liane forestière qu'on trouve en Europe, en Asie, une liane forestière qui a pour stratégie de se développer, de s'appuyer sur les arbres, de pousser en lisière de forêt et d'essayer de capter la lumière, comme toutes les plantes. Mais sa stratégie, ça va être de pousser le plus loin possible pour atteindre la lumière et d'aller la chercher en hauteur. Dans son cycle, la vigne produit des fruits, c'est ce qui nous intéresse en général en viticulture, des baies sucrées, avec dedans des pépins, qui sont des graines, qui vont permettre à la vigne de se multiplier et de donner naissance à des nouvelles générations. Une vigne va donc avoir pour première stratégie d'aller chercher la lumière pour pouvoir faire de la photosynthèse, produire des sucres, et ces sucres vont être utilisés pour faire du nouveau feuillage, pour aller chercher encore un peu plus de lumière. Et quand c'est le bon moment, elle va stocker ces sucres dans ses fruits. Et plus les fruits seront bons et sucrés, plus ils ont des chances de se faire manger par des oiseaux ou d'autres animaux et d'être dispersés, et ainsi de donner suite aux générations suivantes. Ce qu'on fait quand on cultive la vigne, c'est qu'on va contenir le développement de cette plante en la taillant, et on va essayer de gérer justement un certain équilibre entre le feuillage et les fruits. Et ça va être particulièrement important dans la recherche de la qualité du fruit, ce qui est vraiment l'objectif premier. Hein, la viticulture, on parle beaucoup plus de recherche de qualité qu'une pure recherche de rendement et de quantité. C'est un produit à haute valeur ajoutée, dans lequel, surtout dans le cas de la viticulture suisse, on peut se faire une place seulement si on vise le top de la qualité. Voilà, c'est vraiment, disons, la tendance de la viticulture actuellement, et d'autant plus dans le futur. On peut avoir différents cas de figure. La vigne peut se retrouver en situation de stress, donc de ce côté-ci. Une situation de stress qui peut être due à différents paramètres, on va en voir un certain nombre, qui fait que le feuillage arrête sa croissance, mais la photosynthèse va aussi stopper. S'il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de sucre, et du coup, s'il n'y a plus de sucre, les raisins vont être moins bons, et s'il n'y a plus tous ces processus métaboliques qui fonctionnent, la vigne ne va plus développer les précurseurs azotés qui sont la base des arômes qui vont se développer dans le vin. Une fois qu'on a pressé ces baies et puis qu'on en a sorti
le jus, hein, le mou. Le mou, s'il n'a pas suffisamment de sucre et surtout suffisamment de ses précurseurs azotés, la qualité ne peut pas être suffisante. Donc, on va avoir ce premier cas de figure de stress excessif. À l'opposé, de l'autre côté, on va avoir une situation où la vigne a tout ce qu'il lui faut. Elle a même tellement ce qu'il lui faut qu'elle continue de pousser, de produire du feuillage. Et puis quand il s'agit de produire les fruits, elle va faire des baies de grosse taille qui seront relativement diluées. Donc les sucres, une grande partie des sucres va être utilisée pour produire plus de feuillage, donc va être un peu perdu par rapport à ce qui pourrait être mis dans le raisin. Et les baies vont être très grosses, donc on va avoir ces précurseurs azotés et ces sucres qui vont être plus dilués. Donc ce n'est pas non plus l'optimum au niveau de la qualité. Et ce qu'on va rechercher, c'est justement au milieu. C'est ce qu'on appelle communément le stress modéré. Donc on va essayer d'avoir une vigne modérément stressée, de manière à ce qu'elle stoppe la formation de nouveaux feuillages, ou qu'elle ralentisse, on va dire, sa croissance, et qu'elle concentre les sucres, qu'elle alloue tout ce qu'elle va produire de sucre, parce que la photosynthèse se poursuit, elle va allouer tous ces sucres aux raisins pour avoir des raisins de qualité. Ces raisins seront beaucoup moins gros et moins nombreux que si on avait énormément d'eau et de nutriments à disposition. Et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un certain optimum qualitatif. D'ailleurs, beaucoup de vignerons vous le diront, le bon vin, ça ne se fait pas à la cave, ça se fait d'abord à la vigne. Voilà. C'est vraiment dans ces situations-là qu'on va pouvoir viser le mieux. Ensuite, en cave, on peut faire énormément de choses, mais c'est vraiment la première étape clé qui va définir toute la suite. Alors ensuite, pour quelles raisons est-ce que la vigne pourrait se retrouver en situation de stress ou en situation, au contraire, de vigueur excessive? Alors, on peut avoir un premier cas de figure qu'on va illustrer ici avec le climat. Un climat particulièrement chaud, particulièrement sec. À l'opposé, un climat particulièrement humide. Et donc ça, voilà, ça peut être une zone désertique, une zone très, très humide. Ça peut aussi être même une même zone, mais des années différentes. Hein, une année où on a un millésime particulièrement sec ou un millésime particulièrement bien arrosé, comme 2022, et à l'opposé 2021. Hein, c'est un petit peu ces années qu'on a vécues récemment, 2 années assez extrêmes dans les deux sens. Donc, d'une année à l'autre et d'une région à l'autre, le vigneron va déjà devoir gérer ce genre de choses. Et puis, il y a aussi au niveau du facteur sol. Le facteur sol va aussi avoir un impact important, c'est-à-dire que certains sols vont être très riches, d'autres beaucoup plus pauvres. Certains vont avoir une grande réserve en eau à disposition et d'autres vont avoir une réserve beaucoup plus faible. Là, attention d'interpréter pas mal, c'est pas les sols caillouteux sont pas bien, hein. Au contraire, la plupart du temps, on va plutôt trouver la vigne sur des sols relativement pauvres, caillouteux, parce que la vigne valorise extrêmement bien ce genre de terrain, alors qu'on laisse généralement les sols très fertiles aux grandes cultures et ou à l'arboriculture. Et donc la vigne va plutôt se retrouver là, mais c'est juste pour montrer un petit peu que la diversité des sols peut induire ce genre de différence entre les vignes. Ça, c'est les deux paramètres dont on parle le plus souvent quand on parle d'un terroir viticole. Ensuite, il y a pas mal d'autres paramètres qui existent. Et puis, un des paramètres, pour en venir peut-être enfin au sujet, c'est la flore. La flore va, dans certains cas, exercer une concurrence pour les ressources, pour l'eau, pour l'azote principalement, mais aussi pour d'autres ressources, et peut, dans certains cas, attention, il ne faut pas non plus trop généraliser ce schéma-là, hein, mais peut, dans certains cas, induire un stress qui est excessif, alors que peut-être dans certains cas extrêmes à l'opposé, le fait de ne pas avoir la flore qui est présente va faire qu'on va avoir une vigueur excessive. Donc, c'est aussi un levier, en fait, que le vigneron va avoir à sa disposition pour gérer la qualité de sa production. Donc, on va y revenir un petit peu dans le détail de ces différents cas de figure. Et tout ça, ça nous permet de voir qu'il y a énormément de variables à prendre en compte. Et quand on étudie les terroirs, on est vite dépassé par la quantité de paramètres à prendre en compte. Alors, on va pas, vous rassurez-vous, on ne va pas aller dans le détail. Hein. C'est juste pour montrer que c'est compliqué. Mais voilà, il y a énormément de paramètres. Là, pour l'instant, on a parlé de la profondeur, de la réserve en eau du sol, du climat. Mais finalement, il y a énormément d'autres choses qui rentrent en jeu. En fait, un terroir, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses différentes, et là, c'est un petit aperçu. En fait, on a une infinité quasiment de situations possibles, et
c'est le savoir-faire du vigneron finalement, et c'est l'expérience acquise sur un certain terrain qui permet de se dire, bon, ben, dans cette parcelle-là, je peux faire ça, cette parcelle-là, c'est plus compliqué, etc. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un peu ces aspects de biologie et qu'on a abordé un peu la diversité du contexte environnemental, on va voir un petit peu comment on en est arrivé à utiliser les herbicides. Alors, avec une histoire super accélérée de la viticulture, il se pourrait que je saute quelques étapes. La vigne, elle a été domestiquée il y a environ 8000 ans, donc environ 6000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été domestiquée dans la région du Caucase, et puis depuis là, s'est développée la viticulture à travers le monde, surtout à travers l'Europe dans un premier temps, surtout du bassin méditerranéen. Et puis, on a développé toutes sortes de modes de culture. On a fait beaucoup de polyculture, c'est-à-dire que la vigne était mélangée avec d'autres plantes. Par exemple, on la faisait pousser d'arbres fruitiers des uns aux autres. C'est ce qu'on appelle les hutins ou les hautains. On a eu beaucoup de cultures aussi avec des grandes cultures, enfin avec du blé, avec ce genre avec des céréales. Et puis, voilà, ça c'est juste pour faire un résumé très très rapide. Et puis à la fin du 19e siècle, le phylloxéra est arrivé. Donc le phylloxéra, c'est un petit puceron, un parasite, qui attaque les racines de la vigne et puis qui a fait des ravages, qui a fini on va dire, d'achever un peu le vignoble qui était déjà qui souffrait pas mal de l'oïdium et du mildiou qui était arrivé quelques années avant. Et donc ce vignoble a été complètement remanié. Et on a à ce moment-là eu la grande idée de mettre les vignes sur des porte-greffes avec des variétés de vignes qui étaient résistantes à cette maladie. Et si je vous parle de ça, c'est parce que finalement, ce panel, cet éventail de porte-greffes que le vigneron a à disposition est un outil supplémentaire, dont on reparlera un petit peu plus loin dans cette présentation, un outil supplémentaire pour gérer la vigueur de la vigne et la maturité du raisin, parce que finalement, avec ce gros incident qu'il y a eu, finalement, on a eu un nouvel outil à disposition du vigneron pour adapter la vigne à différents types de terrains et à différents types de conditions. La norme, jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'était le travail du sol, donc avec les moyens du bord, avec les chevaux quand c'était mécanisable, mais beaucoup à la main avec un Rabelais. Et puis, dans le début du XXe siècle, il y a eu pas mal de développement, puis ensuite, jusqu'à la fin du XXe siècle, il y a eu vraiment une expansion du développement des herbicides. Donc les herbicides qui permettaient de traiter beaucoup plus rapidement la concurrence de l'enherbement. Aujourd'hui, on est en train de revenir un petit peu en arrière, mais pas totalement revenir en arrière. En fait, on est en train de diversifier énormément les modes d'entretien. Il y a énormément de machines qui existent et qui se développent. Toutes sortes voilà, depuis la débroussailleuse pour les zones où on ne peut pas passer avec un tracteur, une faucheuse avec des satellites pour aller chercher l'herbe entre les ceps. Ici, un rolofaca, donc c'est un rouleau qui va coucher l'herbe. Des machines pour travailler le sol dans le rang ou entre les ceps, donc sous le rang de la vigne. Voilà, donc c'était vraiment une histoire très rapide de la viticulture. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de l'utilisation des herbicides et au niveau des alternatives? Eh ben, on n'a pas de chiffres en fait, officiels sur les surfaces viticoles avec ou sans herbicides. Alors, ce qu'on a pris comme indicateur, c'est les surfaces en viticulture biologique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une tendance à la hausse très forte. Entre 2018 et 2021, on a plus que doublé les surfaces. Ça représente aujourd'hui, ça représentait en 2021 16,6% du vignoble suisse. Aujourd'hui, on estime qu'on ne serait pas loin des 20%. Et puis, où on n'a pas recours aux herbicides, c'est le cahier des charges bio qui l'interdit. Donc, la norme dans ce genre de situation, c'est de laisser un interrang enherbé et puis de travailler le sol sous le rang pour justement limiter la concurrence qui peut s'avérer excessive. Maintenant, si on essaie d'extrapoler un petit peu, parce que l'absence d'utilisation d'herbicides, il se trouve qu'en agriculture, en viticulture conventionnelle, énormément de gens
n'ont pas recours à l'herbicide. Et des discussions que j'ai pu avoir récemment, justement, pour préparer un petit peu la conférence de ce soir, on estime qu'il y a autant de surfaces en viticulture conventionnelle sans usage d'herbicide que de surfaces bio. Donc, si on estime qu'aujourd'hui on approche des 20%, on serait à peut-être 40% au total de surfaces viticoles sans herbicide. Donc, et c'est vraiment donc en nette progression. Donc c'est quand même à relever. C'est vrai que le titre de cette soirée a pu des fois prêter à confusion. Certains ont dit, ça veut dire que en fait toute la viticulture repose actuellement sur les herbicides? Non. Donc c'est déjà loin d'être le cas. Toutefois, il reste quand même 60% de surface, très grossièrement, hein, on n'a pas de chiffre précis, sur lesquelles, de temps en temps, on a recours aux herbicides. Et la plupart du temps, ces herbicides sont localisés sous le rang avec un interrang enherbé. Voilà, ça c'est par rapport à la situation suisse. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ces herbicides? Ben, c'est assez simple, en fait, c'est très efficace. Un herbicide, si je cite l'herbicide le plus utilisé largement, celui qui a fait beaucoup parler de lui récemment, le glyphosate, hein, le plus connu sous le nom Roundup, il a un spectre d'efficacité énorme, il est très efficace, c'est très simple d'utilisation, on spraye la plante dans les jours qui suivent, elle meurt. C'est rapide, c'est-à-dire qu'il suffit de passer avec une machine qui spraye ou avec une boîte à dos et on spraye manuellement. Donc c'est très rapide. Le produit n'est pas cher et finalement en termes de rapidité, on a aussi une économie notable. Voilà. Donc il y a des raisons, ça ne sort pas de nulle part le fait d'utiliser un herbicide, hein. Là, c'est pour illustrer justement cette différence en termes de main-d'œuvre, en termes de quantité, hein. C'est vrai que là, je cite les mots de l'agronomie de l'INRA, un site super intéressant que je vous recommande d'aller voir. On remplaçait un labeur de 4 à 7 jours d'une personne pour nettoyer 1 hectare de blé et jusqu'à 4 semaines pour le lin, par un traitement de 4 heures pour un homme et un cheval. Voilà. Donc ça vous donne un petit ordre d'idée quand même de ce qui était vu comme un énorme progrès en termes d'efficacité, hein, donc d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue pénibilité du travail. Alors maintenant qu'on a vu ces bons points, on va regarder aussi pourquoi il faudrait arrêter ou pourquoi on tend vers l'arrêt des herbicides. Déjà, il y a une question d'image. Il y a une tendance des consommateurs de vouloir des produits ou pour lesquels on n'a pas eu recours aux herbicides. Et puis c'est vrai que les vignerons, étant donné qu'ils ont un produit qui est à forte valeur ajoutée, c'est quelque chose de très important, l'image de son produit. Et donc il y a vraiment déjà ce premier aspect-là qui a son importance. Il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors, il y a matière à débat et je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ce que je veux juste citer ici, c'est que dans le cas de la viticulture, ce n'est pas tout à fait le débat. C'est-à-dire que dans le cas de la viticulture, le jet d'herbicide est localisé sous le rang et on va avoir très peu, voire quasiment jamais, de résidus d'herbicide dans le jus de raisin et dans le vin. Donc toutes les questions dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, où il y a énormément d'herbicides, de glyphosate qui peut être trouvé dans le corps humain et ce genre de choses, c'est pas à cause de la viticulture qu'on le trouve, ça sera plutôt lié à d'autres agricultures. Souvent, ça va être du blé importé de pays où on a le droit de faire mûrir le blé en utilisant du glyphosate, ce qui va avoir un impact totalement différent sur la quantité de glyphosate qu'on va pouvoir retrouver dans l'alimentation. Voilà, donc c'était juste pour clarifier cet aspect-là. Ce n'est pas un vrai débat de dire c'est dangereux pour la santé du consommateur, l'herbicide. On peut se poser la question par rapport à l'utilisateur, c'est-à-dire le vigneron qui le fait. Ça, la question, elle reste ouverte par rapport à la manipulation du produit. Évidemment, il y a la question de l'impact environnemental. Et là, l'impact environnemental, c'est quand même un des gros points qu'on peut reprocher aux herbicides. C'est-à-dire que la plupart du temps, les surfaces traitées à l'herbicide, on a une biodiversité plus faible. On va avoir un impact non seulement évidemment sur la flore, mais aussi sur la faune. On va avoir des impacts en cascade aussi sur les abeilles, sur leur sens de l'orientation. Enfin bref, il y a toutes sortes d'études qui ont montré qu'il y avait des impacts qui dépassaient l'effet direct et qui sont par conséquent un peu difficiles à isoler, mais ils ont quand même réussi à le prouver.
L'herbicide, s'il tombe sur le sol, évidemment, il peut se faire lessiver, il peut se faire emporter dans les eaux de ruissellement, il peut finir dans les nappes phréatiques, finir dans le lac. Euh, donc, on va avoir des impacts environnementaux potentiels et avérés dans certains cas. La tendance est à la non-réhomologation, ça se dit, des produits herbicides. Et beaucoup de produits herbicides qui étaient connus pour être retrouvés facilement dans les nappes phréatiques sont progressivement interdits. Hein. Beaucoup ont été interdits ces dernières années. Un des impacts aussi négatifs de l'utilisation d'herbicides, c'est que si on n'a pas de plantes, ce qui est quand même le but de l'utilisation d'herbicides, ben, on n'a pas de photosynthèse, on n'a pas de production de matière organique, et donc cette matière organique ne va pas enrichir le sol en matière organique qui, lui, naturellement, va s'appauvrir petit à petit. Hein. Il y a une minéralisation progressive de la matière organique du sol qui est absolument primordiale pour la fertilité du sol. Et donc, on va petit à petit appauvrir les sols en matière organique. Le fait de ne pas avoir une couverture de sol, protection contre les impacts des gouttes de pluie ou une protection contre le tassement d'un tracteur qui passe, eh ben ça, c'est des choses qui favorisent l'érosion, le risque d'érosion et le risque de tassement. Donc on a des sols qui sont moins bien protégés. Il y a aussi un risque de baisse d'efficacité progressive des herbicides, c'est-à-dire que, je vous le disais juste avant, on a de moins en moins de matières actives qui sont homologuées, et ça veut dire qu'on ne peut plus faire correctement une alternance entre des produits, et donc des résistances se développent. Hein, on peut faire le parallèle avec les antibiotiques et puis les résistances développées par certaines bactéries. Ben, si on utilisait toujours le même antibiotique, il y aurait beaucoup plus de résistance de bactéries. Voilà. Et puis, il y a des mesures d'incitation au fait d'arrêter, c'est-à-dire qu'il y a déjà il y a une certaine pression au niveau politique, mais il y a aussi des subventions qui sont proposées pour les alternatives aux herbicides et qui permettent partiellement de couvrir les frais générés. Alors, au niveau des alternatives aux herbicides, on a un certain nombre de difficultés techniques. Une première difficulté technique, surtout pour la zone, je vous parlais de ce qu'on appelle le cavaillon ou le rang de culture, cette zone où se concentre l'essentiel des racines de la vigne, eh ben cette zone, elle est difficile à traiter, c'est-à-dire à gérer, que ce soit avec une fauche, avec un arrachage, avec une machine. C'est très difficile d'être suffisamment délicat et précis pour venir nettoyer autour des souches, sans risquer d'arracher la moitié des racines de la vigne ou carrément d'arracher une souche. Donc on a ce premier problème, on va dire, technique. Et un deuxième particulièrement important en Suisse, c'est qu'on a des vignes qui sont particulièrement pentues. Beaucoup de vignes, comme ici en Lavaux, qui sont isolées de tout accès par une machine. Donc des vignes totalement non mécanisables, où tout le travail doit être fait à la main. Et là, si on passe d'un herbicide où on passe avec sa boyado à 3-4 km/h et de devoir faire le même travail mais avec un rabelais, on a un impact énorme sur le temps de travail. Voilà, donc l'accessibilité, la non-mécanisation. Et puis, il y a une autre chose que je représente avec l'hydre, c'est que quand on fauche une plante ou quand on essaye de se débarrasser d'une plante qui pose un problème, eh ben, on manque souvent de connaissances pour savoir comment cette plante va se comporter. Est-ce que c'est la bonne technique? Des fois, c'est un peu comme l'hydre, on croit couper une tête et en fait, il y en a plusieurs qui repoussent. Voilà. Au niveau des couverts qu'on peut favoriser, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les plantes, on va en reparler un petit peu plus. On va pouvoir utiliser la flore spontanée, c'est-à-dire qu'on laisse venir la flore naturelle, soit le stock de graines, soit les plantes qui sont amenées par le vent ou autres, et les laisser germer et se développer. Ou alors on peut utiliser un semis. Un semis a l'avantage de pouvoir être exactement ce qu'on veut. Par contre, il y a pas mal d'autres enjeux par rapport à déjà comment est-ce qu'on arrive à préparer le terrain et faire un autre semis. Et puis au niveau d'un autre point de vue, on peut voir aussi les couverts comme des couverts plutôt temporaires ou permanents. C'est-à-dire que dans certains cas, on va semer une flore qui va produire beaucoup de biomasse, qui va rendre pas mal de services intéressants, qu'on va laisser pousser pendant l'hiver, en fait, depuis l'automne jusqu'au printemps plutôt, qui va couvrir le sol, qui va le protéger. Et puis au moment où la vigne va commencer à avoir besoin de toutes ces ressources et où elle risque de souffrir d'une concurrence, et ben à ce moment-là, on couche le couvert ou on le détruit, et puis on va essayer justement de limiter la concurrence pour la vigne.
Voilà. Et dans certains cas, il semble plus approprié d'avoir un couvert permanent. Donc voilà, c'est juste aussi pour situer ces quelques termes que je vais encore utiliser par la suite. Au niveau des alternatives qui existent, eh ben, on va pouvoir faire par exemple un travail du sol. Alors un travail du sol, c'est la même idée que l'herbicide dans le sens où on cherche à détruire la flore qui est présente. Donc le but c'est de complètement limiter la concurrence de cette flore pour ne pas avoir d'impact négatif. Euh, Évidemment, chacune des alternatives que je vais vous présenter va avoir ses avantages et ses inconvénients. Celle-ci, elle a le gros avantage de ne pas avoir de produits chimiques qui est utilisé. Par contre, souvent, elle nécessite plus de passage, donc peut-être plus de tassement par un tracteur, plus d'essence utilisée. Et puis, elle risque au niveau environnemental aussi de favoriser l'érosion. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours, elle est pas toujours appropriée. C'est-à-dire que si on a un vignoble qui est très pentu, eh ben, on risque d'avoir un impact négatif encore plus grand si on a le sol qui descend. C'est-à-dire que non seulement on a un sol nu comme avec l'herbicide, mais on a un sol qui a été physiquement déstructuré par un travail et donc qui va être beaucoup plus sujet à l'érosion. Une autre alternative qui est très intéressante, c'est le fait d'utiliser des paillages, soit avec des copeaux, de la paille broyée, ou avec des tissus biodégradables. Donc ça, c'est des techniques qui sont très intéressantes, mais qui sont généralement très coûteuses à la mise en place. C'est-à-dire que voilà, on a un investissement de base qui doit être amorti sur plusieurs années. Et c'est un pari parce que des fois, les plantes arrivent quand même à se développer par-dessus ou à travers. Donc, ce n'est pas toujours très facile de s'en sortir. Donc ça nécessite un gros investissement financier de base et beaucoup de travail pour la mise en place. Il y a la tonte ou le broyage de la flore. Alors ici, on a un exemple avec un couvert qui est fauché dans la zone de passage, dans l'interrang, mais aussi fauché entre les ceps. Alors, le gros avantage, c'est qu'on a une couverture totale du sol. Le sol est protégé, il y a de la matière organique qui est produite, donc on va avoir un certain nombre d'avantages d'un point de vue environnemental. Ensuite, dans pas mal de cas, on a observé quand même une concurrence assez marquée. Et puis si c'est une vigne qui est non mécanisable, il faut passer avec une débroussailleuse. Et la débroussailleuse, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la débroussailleuse, c'est fatigant. Voilà, ça peut nécessiter aussi plus de passage que l'herbicide. Donc voilà, ça va avoir un impact sur les coûts. Et comme ça, souvent, ça va avoir une légère baisse de rendement, dans certains cas plus marquée. C'est aussi une baisse de revenus potentiels en cascade. Les rouleaux, type rouleau FACA, sont de plus en plus souvent utilisés. Ils présentent l'avantage de permettre l'entretien donc alors seulement dans la zone de l'interrang, parce que techniquement c'est très difficile avec ce genre de rouleau d'aller entre les ceps, mais ils présentent l'avantage d'avoir un gros paillage, et donc ça montre beaucoup de choses, ça amène beaucoup de services. Il y a beaucoup de services rendus associés à celui-là. Et puis, le désherbage thermique, il n'a plus trop le vent en poupe, étant donné que ça nécessite quand même l'utilisation de beaucoup de gaz. Et voilà, ça a aussi ses impacts, évidemment. Et puis, c'est moins efficace. Pour être efficace, un désherbage thermique doit être effectué sur des plantes très jeunes. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour lister ces alternatives. Maintenant, si on arrive un petit peu à la flore, à l'utilisation de la flore, ça c'est un peu mon côté kitsch, pardon, peut rendre énormément de services. Les services rendus par la flore, ça va être l'augmentation du taux de matière organique dans le sol. Donc on va avoir un sol qui va avoir une structure plus stable, qui va être capable de stocker un petit peu plus d'eau, qui va stocker plus d'éléments nutritifs, donc globalement qui va être plus fertile. Voilà. Il va aussi avoir une meilleure porosité, donc on va avoir une eau qui va mieux s'infiltrer dans le sol. On va vraiment avoir énormément d'avantages à avoir un taux de matière organique élevé. Avec un enherbement, on a moins souvent ce genre de choses. Là, c'est vraiment un cas assez marqué d'érosion. On a perdu beaucoup de sol. L'enherbement permet la protection physique du sol, hein, donc de protéger le sol quand on est en pente, contre la perte de la matière fine. Un sol, c'est extrêmement long à se former, hein. On considère vraiment que c'est une ressource non renouvelable. C'est vraiment les sols qu'on a en Suisse ont en moyenne 10 000 ans et ils ne sont pas bien profonds. Donc ça vous permet d'un petit peu imaginer le temps qu'il faut pour que ça se forme.
Un des services qui peut être rendu par la flore, c'est de réguler une vigueur excessive. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de vignes quand même qui sont plantées sur des surfaces très fertiles. Et le fait d'avoir une flore va permettre d'augmenter la qualité du raisin, et, enfin, dans ces situations-là, et de limiter la vigueur. Donc en fait, on aura même encore moins besoin de passer pour faire pour cisailler. Un autre avantage de la flore, c'est que ça va évidemment promouvoir un peu plus de biodiversité qu'un sol nu. La biodiversité va être importante au niveau des effets que ça peut avoir en cascade sur la culture. C'est-à-dire qu'un système plus complexe, où il y a plus d'interconnexions, où il y a plus de redondance entre euh, les différents animaux ou les différentes plantes, les différents organismes présents dans l'écosystème, en ayant plus de redondance, on va avoir une résilience plus grande et une meilleure résistance à toutes sortes d'accidents climatiques ou d'arrivées d'espèces invasives. Voilà, on va avoir quelque chose de plus stable. Voilà, donc on a vu qu'il y a pas mal d'enjeux autour de cette gestion de la flore, hein, des avantages, des inconvénients. Et en fait, je voulais vous présenter un exercice qu'on a fait avec les étudiants, citer les enjeux qui leur parlaient le plus, qui leur semblaient les plus importants autour de la gestion de la flore viticole. Et on en est arrivé à ce nuage de mots, dans lequel, on ne va pas le voir en détail, hein, mais vous pouvez voir que ce qui ressortait en premier, c'était la question d'avoir des alternatives aux herbicides, évidemment des alternatives qui soient viables. Hein, la promotion de la biodiversité, la question du glyphosate, c'était aussi des points qui revenaient souvent. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu, dans les viticulteurs de demain, un petit peu les enjeux qui se bousculent. Voilà, alors maintenant, si on se met à la place d'un vigneron, et qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai comme option si je veux faire sans herbicide? Alors un vigneron qui veut faire sans herbicide, une des premières questions à se poser, je pense, c'est une question très pratique, c'est est-ce que la vigne est mécanisable ou pas? Ça va définir énormément de choses, voilà, ça va avoir énormément de conséquences. C'est-à-dire qu'une vigne mécanisable, on va, si le risque d'érosion est limité, c'est-à-dire que si la pente n'est pas trop marquée, ou si la texture ou le taux de cailloux présent dans le sol font qu'on n'a pas un risque d'érosion trop marqué, la question, elle se pose plus tellement. C'est assez facile, généralement, de combiner un enherbement dans l'interrang et un travail du sol sous le rang. C'est un petit peu le classique qui se fait quand on veut faire sans herbicide. Et c'est ce qu'on va trouver sur la majorité des surfaces sans herbicide. La question se pose déjà un petit peu plus si on a un risque d'érosion. Quand même, on a beaucoup de vignobles qui sont situés en pente en Suisse. Et la question qui va se poser après, c'est est-ce que j'ai un risque marqué de stress hydrique et azoté, ou est-ce qu'il y a un moyen de le limiter? Si le risque peut être limité, par exemple parce que il est naturellement limité parce qu'on a un sol très fertile, ou alors on a moyen d'avoir une irrigation en place, on va pouvoir relativement facilement prévoir un enherbement dans l'interrang, là où il y a le passage, et puis prévoir une forme de couverture du sol sous le rang, même si ça peut engendrer un certain nombre de frais supplémentaires. À partir du moment où on a un risque de stress hydrique et azoté important, ou si on est dans une vigne non mécanisable, c'est là qu'on va se retrouver assez vite coincé. J'ai mis des points d'interrogation, c'est pas qu'on n'a aucune solution et que c'est impossible, je dis juste que c'est moins évident que sur une vigne à plat mécanisable. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, si on veut faire simple, les herbicides, c'est ce qui s'est imposé pendant très longtemps, et c'est ce qui s'impose encore dans un certain nombre de cas. Alors, notre recherche à Changin, avec moi et puis mes collègues, elle se focalise surtout, on va dire, sur ces situations-là, où on essaie de trouver des solutions pour ces situations-là. Alors, pour vous faire un petit peu le cheminement de la recherche qu'on a faite, et puis c'est un peu aussi un cheminement personnel finalement quand je suis arrivé à Changin il y a 11 ans, on a commencé en faisant beaucoup d'inventaires, de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on trouve dans le vignoble comme flore, et dans quel cas de figure on va avoir quel type de flore. Après, on a eu un projet
avec Nicolas Delabaïs présent ici. Je suis très heureux de l'avoir ici avec nous. Donc un projet géré par EPIA qui s'appelait Noglypho, où on a essayé de développer un semis qui devait pouvoir remplacer dans certaines situations l'utilisation du glyphosate. Donc un semis qui serait forcément relativement peu concurrentiel. Et puis, plus récemment, on a lancé une étude pluridisciplinaire qui s'appelle CV Vigne Sol, avec un certain nombre de partenaires suisses, subventionnés par l'Office fédéral de l'agriculture. Et puis, on a un autre projet qui se penche plus sur les enjeux de la biodiversité, qui s'appelle Yvorne Grandeur Nature, situé sur la commune d'Yvorne, où on fait des suivis de biodiversité. Et c'est un petit peu ça que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Alors, au niveau de cet inventaire, on l'a fait principalement en 2013 et 2017, beaucoup d'aide de la part d'étudiants en travaux de bachelor. Donc, on s'est principalement penché sur Changin étant ici, pour des raisons pratiques, un petit peu sur les régions autour. Donc, Genève, Vaud, Neuchâtel, on a fait un grand nombre de relevés et on a cherché à comprendre un petit peu les caractéristiques de la flore. Alors, pour vous montrer 2-3 petits résultats, dans notre inventaire, on a trouvé au total 190 espèces différentes. 43 de ces espèces se trouvent dans plus de 10% des relevés, donc on a quand même certaines espèces. Finalement, ces 43 espèces, je les ai immédiatement mises sur la liste des espèces à connaître par cœur par mes étudiants. C'était très, très pratique comme information, parce que finalement, dans 90% des cas, ils vont trouver ces espèces. C'est assez chouette. Et 6 espèces présentent dans plus de 50% des relevés des espèces relativement communes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 190 espèces, certaines espèces très rares ont été trouvées, et certaines de ces espèces très rares sont vraiment typiquement inféodées au vignoble. Alors, sur cette base-là, et sur la base de la grande expérience de Nicolas Delabaïs, on a défini ce projet Noglypho, et on a cherché les espèces. On a testé un certain nombre d'espèces qui ont été récoltées pour la plupart en Suisse et multipliées par des semenciers. Et on a fait des essais sur ces plantes pour essayer de développer un semis qui va protéger les sols. Hein, c'était un des enjeux justement dont on avait parlé. Exercer une compétition qui soit plutôt faible sur la vigne. Ne pas monter trop haut parce qu'on peut avoir des impacts pratiques négatifs, voire même des fois favoriser une humidité qui va engendrer des maladies dans la vigne, ce qu'on ne veut pas. Qui ait une certaine pérennité, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de recommencer le semis tous les ans, et puis qui ait la capacité de contrôler les plantes indésirables, c'est-à-dire voilà, on veut des plantes pas trop concurrentielles, mais quand même concurrentielles envers ces plantes indésirables. Ça, c'est ces plantes qui posent des problèmes. Donc c'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et alors comment est-ce qu'on peut faire ça? En utilisant la capacité d'allélopathie de certaines plantes. Donc là, on a pris des plantes intéressantes, et puis on les a réduites en poudre, et puis dans un cas, on n'avait pas ces plantes en poudre, dans l'autre cas, on les avait, et on voit qu'on a beaucoup moins de plantes adventices, donc de flore spontanée, qui se développent autour de la plante de la culture ici. Donc c'est un petit peu ça le principe de l'allélopathie. Donc c'est une manière tout à fait naturelle de limiter le développement de plantes indésirables. Alors ces plantes qu'on a cherché, sur lesquelles on s'est renseigné, qu'on a mises en culture, c'est ces 5 plantes-là. On a essayé différentes variantes, des fois en les combinant, des fois les plantes toutes seules. Et puis on a testé différents écotypes de différentes régions de la Suisse, donc c'est-à-dire différentes. On est presque au niveau de on n'est pas encore au niveau de la sous-espèce, mais disons, on a des plantes qui ont des traits différents, et on les a comparées. Et donc on a mis ça en culture. Hein. Ça, c'est le terrain d'essai juste à côté de l'école de Changin. Et puis, dans chacune de nos petites parcelles, on a semé sur 2 mètres par 6 le même mélange ou la même plante. Et on a géré de manière différente ces 3 zones. Donc vous voyez ici au premier rang, c'est une zone qui a été fauchée souvent. Ici, elle a été fauchée en fin de saison, et ici, elle n'était jamais fauchée. Alors c'est la première année. Les années d'après, ça s'est un petit peu plus embroussaillé. Mais un des résultats, le résultat que je voulais vous montrer ce soir, c'est celui-ci. Donc ici, on voit sur cet axe le nombre de plantules par mètre carré qui ont été comptées. Donc c'était long à compter, vous pouvez voir. Et puis ici, l'évolution sur le temps, hein, entre le semis en septembre 2018 jusqu'au printemps 2020. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a les 3 petites parcelles que je vous montrais ici.
On les a ici, gérées de la même manière, les plantes poussent, elles se développent relativement bien, et puis quand les plantes sèchent, parce que c'est ça aussi un des intérêts des plantes qu'on avait dans cet essai, le brome des toits en l'occurrence, cette plante sèche et est censée pouvoir repartir à l'automne suivant. Et on a vu que dans le cas où on fauche souvent, donc c'est les petites flèches bleues indiquent quand il y a la tonte qui a été faite, et le trétillé bleu, c'est la variante qui a été fauchée plusieurs fois. On voit qu'on a une très mauvaise reprise de la plante. En noir, à l'opposé, on a une zone qui n'a pas été fauchée. Et on voit en fait que ça marche encore moins bien. La plante, l'aspect pérennisation de notre semis, c'est raté. Par contre, là où on a fait une seule fauche tardive, boum, on a plus de 1200 plantules par mètre carré qui reviennent. Et ça, finalement, ça nous illustre assez bien la complexité de la situation. C'est-à-dire que quand j'ai montré ces résultats à des vignerons, quand on est venu voir les parcelles, la réaction des vignerons, c'était de dire « Ah ben zut, moi qui ai testé tellement de semis, tellement de situations, je crois que je peux tout recommencer en essayant de regarder aussi quel est l'impact de ma gestion. » Parce qu'il y a des choses que j'ai balayées en disant « ça ne marche pas », mais peut-être que j'étais dans cette situation-là, et si j'avais su comment gérer, j'aurais pu avoir tous les services rendus par ce couvert. Donc, ça rajoute un petit peu à la complexité de la situation. Donc, nos conclusions, c'était que déjà, on a pu voir qu'il y avait pas mal de services qui étaient apportés par ces couverts végétaux, que d'une manière générale, c'était mieux de semer en automne qu'au printemps, ça amenait plus de services, que quand on faisait un mélange d'espèces qui avaient des caractéristiques complémentaires, eh ben, on avait des meilleurs résultats que quand on mettait une espèce toute seule, que l'utilisation de semis n'était pas forcément un obstacle à la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a eu des taux de biodiversité tout à fait corrects, même là où on a mis des semis, c'est-à-dire que la flore spontanée s'exprimait quand même très bien, mais en quantité plus modérée et surtout avec un taux de plantes dites problématiques moins élevé. Peut-être, je parle souvent de ces plantes problématiques, peut-être pour vous en citer deux, trois, euh, des plantes assez connues, le liseron des champs, l'amarante, les vergerettes. Pour ceux qui connaissent un petit peu les plantes, c'est ça les plantes généralement qui sont citées comme problématiques par les vignerons. La gestion, ce qu'on voyait sur la diapositive d'avant, la gestion est primordiale pour pouvoir pérenniser les services qui sont apportés. Et ça nous amène sur le troisième projet sur 4, projet CV Vinsol, qui est un projet mené conjointement avec le FIBEL, l'Institut de recherche en agriculture biologique, EPIA, Agroscope et l'école de Changin, qui est financée par l'Office fédéral d'agriculture. Et là, l'idée, c'était de se dire, on ne va pas seulement se focaliser sur un petit semis qu'on a, par exemple, développé dans le cadre du projet précédent, mais on va regarder un petit peu la combinaison de ce qu'on peut faire pour voir une situation qui pourrait être une situation réelle. C'est-à-dire qu'un vigneron ne va pas forcément faire toute la surface avec le semis qu'on a développé, mais il va peut-être alterner les modes de gestion. Et voilà, on voulait avoir une approche un peu plus réaliste en regardant ce qu'on appelle des itinéraires culturaux, en regardant en gros des combinaisons. Alors on a fait une première phase dans laquelle on a fait un inventaire des pratiques, des pratiques sans herbicides, où on a suivi une trentaine de parcelles à travers la Suisse romande, mais aussi du côté de Bâle. Et donc on a fait un certain nombre d'études de sol. L'idée, c'était vraiment d'avoir un projet très interdisciplinaire dans lequel on regarde aussi bien les impacts sur le sol, sur la flore, sur les micro-organismes, sur la vigne, évidemment. Et donc on a renseigné tout ça. On a fait aussi donc, des relevés floristiques. On a trouvé ce coup-ci beaucoup plus d'espèces encore. Une biodiversité particulièrement élevée par parcelle par rapport aux inventaires qu'on avait fait précédemment. Et puis, toutes sortes de situations ont été évaluées, hein. La flore spontanée avec un travail du sol sous le rang, le semis d'une flore qui produit une forte biomasse et qu'on va détruire au printemps, ici combiné avec un travail du sol, un travail du sol dans la zone de passage et un talus enherbé, dans des zones plutôt en terrasse. Des zones où on a 100% de la surface qui est couverte avec des enherbements, des zones où on fait un travail du sol un rang sur deux. Enfin voilà, on a eu un certain nombre de situations. Alors voilà, ça c'est juste quelques illustrations de la flore qu'on a pu trouver, hein, le souci des champs, le muscari,
Viola arvensis, pensée des champs. Donc voilà, des plantes pas forcément très rares, mais pas si courantes, on va dire, et assez typiques du vignoble. Et pour dire en quelques conclusions, ce qu'on a tiré jusqu'ici de cet inventaire, c'est que, bon, alors c'était l'année 2021, donc une année plutôt bien arrosée, on n'a pas vu de différence significative entre ces différentes combinaisons de pratiques, mais on a pu voir quelles pratiques favorisaient certains services en particulier, et on a trouvé aussi une biodiversité particulièrement élevée dans cette étude. Et en fait, ce retour d'expérience des vignerons nous a permis de définir le design expérimental des phases suivantes du projet. En fait, ce projet a vraiment une approche, on va dire, bottom-up, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans la pratique, auprès de vignerons innovants, ce qu'ils faisaient déjà pour ne pas réinventer la roue, et puis on a profité un peu de leur retour d'expérience, on a fait un atelier où on a discuté un peu de leur pratique, et on a essayé de faire remonter un petit peu les meilleures idées pour définir les phases expérimentales suivantes. Et donc actuellement, on a une vigne qui est hautement instrumentalisée sur le vignoble de Changin, où on compare différents itinéraires. Et puis, on a le même genre de cas de figure, mais chez une dizaine de vignerons qui sont volontaires, qui le font bénévolement, parce qu'ils sont très intéressés par les retombées de ce projet. Et ils font ces mêmes suivis de leur côté. Donc, en plus de leur travail habituel, ils font des entretiens particuliers. Et c'est ça qui va nous permettre, j'espère, de tirer des conclusions intéressantes et de faire un petit peu avancer ce domaine-là. Voilà, ça c'était pour les aspects on va dire de gestion et de différentes combinaisons avec une approche très interdisciplinaire. Et un autre projet qu'on a actuellement, c'est un projet qui s'appelle Yvorne Grandeur Nature, qui se passe à Yvorne, dans lequel on a comme objectif de favoriser la biodiversité du vignoble, de réussir à mettre en valeur cette biodiversité et les efforts qui sont réalisés par les vignerons, et puis de mettre cela en avant auprès des consommateurs, euh, et de réussir à développer un concept qui favorise la vente des vins. Donc c'est un projet qui est très très appliqué, qui est vraiment lié à une appellation en particulier, et je pense que c'est assez complémentaire avec les autres projets qu'on fait. Et donc on a une biodiversité particulièrement élevée dans ce vignoble avec des plantes rares, en particulier ici le Orlaïa grandiflora, l'Orlaïa grande fleur, je pense en français. Et donc c'est des plantes relativement rares, et on est en train de développer des petits projets pour réussir à intégrer dans la gestion de ces vignobles la survie de ces plantes qui est actuellement plutôt menacée. Voilà un petit peu pour un petit tour d'horizon des projets qu'on fait actuellement. Peut-être une des choses que je trouve particulièrement intéressante, enfin vraiment stimulante dans les projets qu'on fait, c'est que c'est de la recherche qui est assez appliquée, et surtout, comme on travaille beaucoup avec les vignerons, quand on trouve quelque chose qui fonctionne, et ben, directement le bouche à oreille fait que ça avance. Et ça, c'est vraiment une chose que je trouve extrêmement agréable de se dire que de voir des fois des choses où on se dit: «Ah, mais on n'a pas fait ça pour rien, là, il est en train de faire ce que j'ai proposé, c'est génial». Et donc, voilà, on a ce côté très, très appliqué, et où même des fois, les vignerons, ils viennent, ils nous poussent, et ils nous mettent la pression pour qu'on leur apporte des solutions. Voilà, à l'avenir, je pense que beaucoup d'alternatives vont passer en fait par les questions que le vigneron va se poser lors de la plantation du vignoble. Un vigneron, quand il plante son vignoble, il choisit son matériel végétal, et il choisit notamment son porte-greffe. Il choisit l'écartement des rangs, il choisit le type de mécanisation qu'il va pouvoir avoir. Et en fait, c'est à ce moment-là que les décisions les plus importantes vont être prises, qui vont permettre de faire sans herbicide. Et c'est vrai que certains vignerons euh, qui ont planté il y a 10 ans, ils ont passé 3, 4 ans avec une vigne qui n'a pas produit, jusqu'à ce qu'elle commence enfin à faire un retour sur investissement. Et puis moi, j'arrive un peu comme une fleur et je leur dis: Tu voudrais pas arracher et mettre autre chose?» Ils me disent: «Mais non, on en rediscute dans 20 ans.» Voilà, donc il y a une inertie, forcément, au niveau du vignoble et de l'évolution du vignoble, qu'il faut prendre en compte. Les nouvelles technologies, j'ai mis un point d'interrogation parce que on n'y est pas encore, mais les nouvelles technologies pourraient nous apporter des choses. On a de plus en plus de robots tondeurs qui se développent, d'analyse d'images instantanée qui dit au robot s'il faut couper cette plante ou pas, enfin ce genre de choses. Donc
les choses évoluent, on suit ça de très près, et peut-être un jour on aura des robots où on a ramené la technologie qu'on a envoyée sur Mars, qui arrivent à s'en sortir dans un vignoble totalement irrégulier pour viser la bonne plante, enlever celle qu'on ne veut pas, favoriser celle qu'on veut, peut-être dans le futur. Mais d'une manière générale, pour l'instant, ce que les vignerons doivent développer, c'est la connaissance de la biologie des plantes qui poussent spontanément dans le vignoble, parce que en connaissant les plantes, on va pouvoir avoir les interventions les plus appropriées, les interventions optimales. Voilà, alors quelques conclusions. Le choix d'une alternative aux herbicides va dépendre de l'équilibre entre un énorme nombre de paramètres, et il n'existe pas de solution clé en main. En gros, c'est ce que je dis au début de mon cours que je donne sur le long d'une année aux étudiants. Je dis, on va parler un petit peu des herbicides, on va parler des alternatives beaucoup, parce que en fait, les alternatives que je vais vous proposer, pour l'instant, elles ne sont pas plus faciles que l'herbicide, au contraire, elles sont plus compliquées. Hein. Et ça, il faut l'accepter. Il n'y a pas de solution clé en main, c'est-à-dire que l'herbicide, si on ne se pose pas de questions, ça marche. Les alternatives, il faut un peu plus réfléchir. Voilà. C'est ce que disait d'ailleurs un vigneron bio qui disait, en fait, on ne se fait pas toujours la bonne idée des alternatives aux herbicides ou d'une manière générale aux pesticides. C'est extrêmement technique, ça nécessite un niveau de connaissance encore plus élevé que de ne pas trop se poser de questions et d'y aller avec un produit curatif. Si on est dans une approche plus douce, eh ben, il va falloir beaucoup plus anticiper et avoir une connaissance beaucoup plus large. Donc le vigneron doit pouvoir analyser ses paramètres et trouver la solution qui corresponde le mieux à sa situation, mais aussi à sa philosophie. C'est aussi un paramètre particulièrement important. Notre rôle, nous, en tant qu'institution d'enseignement et de recherche, c'est de former les étudiants et de développer la recherche pour essayer d'avoir des solutions viables. Un dernier petit mot, vous, en tant que consommateur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, on peut consommer local, parce que c'est vrai que les règles actuellement en Suisse sont particulièrement restrictives au niveau de la gestion des impacts sur l'environnement. Et consommer local, c'est une certaine assurance qu'il n'y a pas n'importe quoi qui a été fait. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose, sans parler de carbone dépensé pour le transport. Et puis, n'hésitez pas à aller discuter avec des vignerons, à aller dans des caves pour déguster et discuter avec les vignerons de leurs approches de ces enjeux. Ça peut être extrêmement instructif, et je pense qu'on est vraiment dans une situation où il faut réussir à renouer au maximum le lien entre consommateurs et producteurs pour pour mieux saisir la complexité des enjeux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je remercie aussi tous les collègues qui ont contribué au développement de ces recherches. Voilà. Si vous avez des questions, je suis volontiers là un moment. Merci.